Metz, en Moselle, est une ville connue pour sa pierre jaune, cette pierre de Jaumont qui reflète si bien la lumière du soleil. Aujourd'hui, il fait bon vivre à Metz. Dans cette commune de 290 000 habitants, on peut se promener à pied ou en bateau. Et à chaque mètre parcouru, son histoire saute aux yeux. Et elle commence il y a bien longtemps, à l'époque des Celtes, lorsqu'elle est l'oppidum du peuple des Médiomatriques. Pour autant, c'est au patrimoine visible que j'ai envie de m'intéresser aujourd'hui, celui que les Messins et les touristes croisent chaque jour, sans forcément savoir ce qu'il représente et ce qu'il raconte. Bonjour et merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission de Découverte historique. Nous sommes à Metz et tout au long de ce programme, nous allons nous promener à travers les rues, les places, les parcs pour tout découvrir de l'histoire de Metz, une ville aux plus de 2000 ans d'histoire. Vous allez voir, et son patrimoine en témoigne. Avec moi tout au long de cette émission, Svetlana Schmelzer, guide à l'agence Inspire Metz, qui va tout nous raconter de ce qu'il y a à savoir sur cette histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Et pour débuter notre balade historique, Svetlana me donne rendez-vous sur la place d'Armes, place centrale qui depuis le début du XVIIIe siècle concentre un panel riche d'architecture. La place est située au pied de la cathédrale Saint-Étienne de Metz, véritable bijou d'architecture de style gothique flamboyant. Construite entre le XIIIe et le XVIe siècle, elle trône depuis 800 ans au cœur du centre-ville messin. Cependant, vous allez voir que tout n'est pas aussi simple. Les transformations de cette place se poursuivront jusqu'au XIXe siècle, mais n'allons pas trop vite en besogne, il est temps pour moi de rejoindre Svetlana, juste en face de l'hôtel de ville. Bonjour Svetlana. Bonjour. Merci, Bonjour, merci de nous accueillir ici, sur cette Avec belle plaisir. place d'Armes. Le plaisir est partagé. Alors cette place d'Armes, elle voit le jour en tout cas telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle voit le jour au XVIIIe siècle. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, oui. Alors, à quelle occasion? Il me semble que c'est le maréchal-duc de Belle-Île qui entame les travaux. Le maréchal-duc de Belle-Île a des grands projets pour Metz. Il avait déjà construit, à sa volonté, était déjà construit l'opéra-théâtre avec la place de la Comédie. Ouais. Et ensuite, il entame la construction, l'aménagement de la place d'Armes qu'il n'achèvera pas, il sera mort avant. Quand il arrive, quand il entame les travaux, la place d'Armes n'existe pas. Il y a énormément d'églises ici, là où nous nous trouvons. La ville est très encombrée. Ici, on avait le cloître de la cathédrale, 4 églises et une chapelle, à part la cathédrale. Et donc, il décide de tout détruire et les travaux sont considérables. Et pour les Messins, c'est pas simple à vivre. Ce n'était simple pour personne, ni pour lui d'ailleurs, parce qu'il se heurte à l'opposition du Conseil des 13 et du clergé, qui ne veut pas lâcher sa propriété. Et alors, les travaux commencent. Finalement, donc, il décède donc, en 1761. Les travaux ne sont pas finis. Et là, arrive un nouveau gouverneur, et avec lui, ou presque en même temps que lui, un architecte théoricien connu qui va donner en partie son nom à cette place qui s'appelle la place d'Armes Jacques-François Blondel. Jacques-François Blondel, qui est-il et que va-t-il faire pour la ville de Metz? Alors Jacques-François Blondel, on peut, dans la mesure de notre actualité, de nos contemporains, on peut l'appeler une star de l'époque. Jacques-François Blondel, c'est un architecte théoricien. Il est architecte du roi, il fait partie de l'Académie royale. Il fait partie de ces architectes qui vont ressortir les principes d'architecture de Vitruve de l'Antiquité. Donc la beauté, la pérennité et la fonctionnalité de l'architecture en premier. Et donc, évidemment, on peut parler déjà du néoclassicisme à l'époque. On va ressortir, évidemment, le style classique français qui était le style privilégié de Louis XIV. Et c'est donc là on est sous Louis XV, je ne me trompe pas. Là, on est sous Louis XV. On est sous Louis XV. Et donc, il va proposer des plans au maréchal d'Estrées, à la cour. Ils sont finalement acceptés après des mois de parlementation sur le coût des travaux, etc. Et là, vont sortir de terre des éléments incroyables qui aujourd'hui font encore cette place d'Armes Jacques-François Blondel. C'est le corps de garde qui devient l'office de tourisme, l'hôtel de ville et en face de nous,
le Parlement. Le Parlement royal. Qu'est-ce que c'était que le Parlement? Le Parlement royal, c'est une institution judiciaire, une institution d'État. Et donc le Parlement royal a été instauré à Metz par Louis XIII déjà, Oui. mais le bâtiment n'a pas été achevé, donc le Parlement finalement n'a jamais été Terminé. Et donc là, lui va faire, donc Jacques-François Blondel va dessiner ces devantures qu'on lui connaît bien, hein, où il va plaquer en fait ce style néoclassique sur des bâtiments existants déjà. Et c'est le cas également pour l'hôtel de ville qui est construit entièrement sur les plans de Jacques-François Blondel, avec ce rythme, cette sobriété propre au classicisme qui donne à cette place cette allure très élégante et qui se marie très bien avec la cathédrale qui existait déjà, évidemment, c'est un édifice elle se termine médiéval. au XVIe siècle. Voilà. Et il va longer, y compris la cathédrale, par cette série d'arcades pour harmoniser l'ensemble dans un style classique. Alors exactement, ça c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, c'est toutes ces galeries néoclassiques qui étaient construites contre la cathédrale et un portail également. Il n'y avait pas de portail à l'époque sur la cathédrale, ou en tout cas, il n'y avait pas de portail occidental. Historiquement, la cathédrale de Metz n'avait pas de portail occidental. C'est Blondel qui va construire le premier portail occidental dans le même style classique. avec ses hautes colonnes. Ces hautes colonnes cannelées, et de sculptures, de grandes sculptures monumentales. Et parce que tout simplement, ces arcades avaient condamné le portail méridional par lequel on rentrait dans la cathédrale à l'époque. Et alors, on va s'approcher un petit peu justement de la cathédrale, en tout cas de son portail, puisque aujourd'hui, le portail Blondel n'existe plus et il y a une guerre extrêmement importante pour la Moselle. C'est la guerre de 1870, suite à laquelle Napoléon III et l'Empire perd, ensuite la République perd. Bref, la Moselle est annexée et là, les Allemands vont faire des transformations considérables partout à Metz, y compris sur cette cathédrale. Quels sont-ils justement, ces changements? D'énormes changements, comme vous dites. Donc les arcades n'existent plus. À l'époque, elles avaient disparu avant même la guerre franco-prussienne. Ouais. Le portail méridional, très endommagé, et à reconstruire. Donc Paul Torneau, l'architecte en chef des travaux de restauration de la cathédrale, va s'employer à refaire ce portail, à réinventer quelque part ce portail parce qu'il ne le restaure pas, il est reconstruit. Et avec l'aide du sculpteur Auguste Dujardin, qui lui est français. Et ensuite, on entame les travaux pour remplacer le portail de Blondel, qui n'est pas dans les goûts du gothique, qui n'est pas assorti à la cathédrale, qui était une pièce rapportée à la cathédrale. Donc c'est un remplacement du portail de Blondel qui est entamé par le même architecte, Paul Torneau. Donateur principal de ces travaux, de ce grand portail, Guillaume II, qui assiste en personne à l'inauguration en 1903. Aujourd'hui, la cathédrale Saint-Étienne est l'une des pièces maîtresses du centre-ville, clé de voûte de la richesse architecturale et berceau de légendes diverses. Pourtant, quelques années après l'annexion, ce bijou d'architecture gothique a bien failli disparaître, dévoré par les flammes. En effet, au lendemain d'un feu d'artifice grandiose tiré en l'honneur de l'empereur Guillaume Ier d'Allemagne, les Messins sont réveillés à l'aube, au son du tocsin. Saint-Étienne est en flammes, le phare de la ville est devenu un brasier. Heureusement, l'incendie ne détruira que le toit de l'édifice. Reconstruite par les autorités allemandes, la nouvelle toiture est rehaussée de plusieurs mètres et désormais, la charpente est faite de barres métalliques, d'abord dans un esprit de modernité, mais aussi pour éviter un nouvel incendie. Un autre bâtiment va considérablement marquer l'histoire du centre-ville. Véritable cœur du commerce messin, ce bâtiment est aujourd'hui connu comme le marché couvert. Mais à l'origine, sa fonction devait être tout autre. Et oui, si la place d'Armes concentre presque tous les pouvoirs de l'Ancien Régime, il en manque un, celui de l'église. Alors commence la construction du nouveau palais épiscopal. Il est bâti sur les plans de l'architecte Blondel, malgré sa mort survenue en 1774. Vous le trouvez déjà grandiose ce bâtiment, n'est-ce pas? Eh bien dites-vous que normalement,
il aurait dû être encore plus grand, encore plus haut. Alors qu'il est loin d'être achevé, ces travaux sont en effet stoppés net en 1789 par un événement dont vous avez sûrement entendu parler, la Révolution française. Laissé à l'abandon, il sera finalement converti en marché couvert 30 ans plus tard, en 1820. Svetlana m'emmène maintenant sur une place dont la beauté de l'architecture est, dit-elle, à couper le souffle. En traversant les rues du Vieux-Metz, j'observe de nombreux immeubles anciens. Et lorsque je me dis que je suis la 70e génération au moins à voir ces constructions du XVIIIe siècle, je m'émeus. Ici, chaque pas est une plongée dans l'histoire. Encore faut-il savoir marcher sans garder la tête baissée sur l'écran de son téléphone portable. Après avoir passé un pont, nous arrivons sur cette île. Et de loin déjà, je me rends compte que Svetlana ne m'avait pas menti. Ici, l'architecture néoclassique est incroyable. À peine arrivé, mon esprit déborde de questions qui me brûlent les lèvres. C'est l'une des places les plus belles de Metz. C'est mon avis également. C'est une place qui a tout pour plaire. Le soleil, la pierre de Jaumont éclatante, l'harmonie du classicisme et le jardin éphémère chaque été. Super, et c'est vrai que là on a vraiment l'impression d'être dans la nature, au milieu de la pierre de Jaumont. Alors si on se promenait un petit peu et qu'on parlait de l'histoire de cette place de la Comédie, puisque au début du XVIIIe siècle, cette place c'est un marécage. Un marécage. On l'appelle l'île du Petit Saulcy. L'île du Petit Saulcy, à cause des sols qui étaient plantés pour maintenir le terrain. Ouais. Le maréchal de Belle-Île arrive à Metz, il est gouverneur militaire. Il voit une ville, il trouve une ville encombrée, il trouve une ville avec peu de place, surtout manque de place pour l'armée notamment. Donc le terrain est viabilisé, oui. Et une première place est construite ici, la première place que Belle-Île aménage à Metz, c'est la place de la Comédie et la construction de l'Opéra-Théâtre de Metz, la nouvelle salle de spectacle. La salle de spectacle qui, à l'origine, était réservée aux soldats. Elle était prévue pour les officiers, entre autres, pour peut-être canaliser les officiers et les inciter à aller plutôt au théâtre que dans les tavernes. À la taverne. Voilà. Oui, parce que quand le maréchal-duc de Belle-Île arrive, comme il n'y a aucune installation, ou presque aucune installation faite à Metz pour accueillir ces garnisons qui arrivent et qui s'étoffent d'ailleurs, les soldats étaient logés chez l'habitant. Et ça a amené pas mal de problèmes, notamment des problèmes de sécurité, puisque quand ils étaient ivres, ils n'étaient pas forcément très gentils. Et là, donc, le maréchal duc de Belle-Île va aménager des espaces comme notamment cet opéra-théâtre. Comme l'opéra-théâtre avec des logements pour les officiers supérieurs. Il faut préciser que bien que beaucoup de soldats étaient logés chez l'habitant, ça reste le cas parce que, comme vous l'avez dit, la garnison s'étoffe et les casernes construites à l'époque de Louis XIV, place Coislin actuelle, ne suffisaient pas. Mais les soldats ne pouvaient pas se permettre de loger ici. C'était des appartements ou des logements assez chers. Et alors l'opéra-théâtre est construit, on le disait à l'instant, donc c'était un marécage, il est construit sur des petits pilotis de bois qui depuis combien de temps maintenant? Depuis presque 3 siècles tiennent. C'est beau. Oui, en effet. C'est le choix du matériau également. Alors en parlant de matériaux, la pierre de Jaumont, on va y revenir. Le maréchal-duc de Belle-Île, quand il décide de s'investir à Metz, quand il devient gouverneur des 3 évêchés et donc de la ville de Metz, il va rapidement se prendre d'un amour inconditionnel pour cette ville, puisqu'il dira même « Metz est ma maîtresse ». Metz c'était ma maîtresse, c'est les mots qu'il aurait dit avant de mourir, oui. Et alors, cet opéra, quand il le construit, il cherche à faire quelque chose de royal. Il veut donner à Metz, il veut faire de Metz une ville royale. Il faut dire que Metz a une situation importante, capitale de 3 évêchés. Et les gouverneurs de Metz et province des 3 évêchés ont historiquement été des gouverneurs brillants. On peut citer après Belle-Île le maréchal d'Estrées. C'est effectivement une position privilégiée. Il est même le premier homme après le roi, bien avant l'intendant royal. C'est aussi une particularité du gouverneur militaire de la province des 3 évêchés.
Et alors l'opéra-théâtre, quand il se met en activité, est-ce qu'il y a des dates importantes en termes de culture, de spectacle? Oui, des têtes couronnées qui assistent à des spectacles, à des représentations. Casanova a aussi visité l'opéra-théâtre de Metz, oui, tout à fait. Casanova qui avait un lien avec Jacques-François Blondel. Hein. Oui, ils n'étaient pas tout à fait apparentés, mais effectivement, et pas très amis non plus. Jacques-François Blondel a épousé une fiancée, l'ex-fiancée, disons, de Giacomo Casanova. D'accord, et donc effectivement l'entente n'était pas au beau fixe entre ces hommes. Bon, revenons sur cet opéra-théâtre. Opéra-théâtre qui est aujourd'hui le plus vieil opéra-théâtre encore en activité, et ça c'est une fierté pour la ville de Metz. Oui, c'est un morceau du patrimoine important, oui. Et alors donc, il y a l'opéra-théâtre et ces bâtiments à côté, et si je ne me trompe pas, Svetlana, il y a ici un homme qui est venu, un homme qui a marqué l'histoire de France, mais également l'histoire des États-Unis. Vous parlez du marquis de Lafayette. Tout à fait. Oui, le marquis de Lafayette logeait à Metz en 1775 dans ses logements prévus pour les officiers supérieurs. Et c'est effectivement à Metz qu'il entend parler de la lutte de la guerre d'indépendance contre la couronne d'Angleterre. Et c'est ici qu'il prend cette décision de s'engager dans cette cause. Un opéra-théâtre que Belle-Île a voulu à la hauteur de son amour pour Metz, cette ville qu'il appelait sa maîtresse. Et le jardin éphémère qui le borde chaque année, écrin de verdure fantasmée, met en exergue cette pierre jaune, cette pierre de Jaumont qui s'accorde si bien au style architectural voulu par le gouverneur Belle-Île. Et enfin, parlons de ce graouli de métal, ce célèbre dragon légendaire, rattaché à l'histoire profonde de Metz. Il ajoute une touche de folklore local à cet espace harmonieux et étonnant. Nous n'avons qu'à faire quelques pas pour découvrir un autre bijou d'architecture. Contrairement aux apparences, cette immense construction n'est pas aussi vieille qu'on voudrait bien le croire au premier coup d'œil. On est devant l'opéra-théâtre qui date du XVIIIe siècle, là on est au XXe siècle. Et pourtant par la monumentalité de ce bâtiment, on pourrait se dire qu'on est là aussi peut-être au XVIIIe, au XIXe, mais non, il est inauguré en 1904. En 1904. Vous avez raison, et même pas au XVIIIe, au XVIIe, on pourrait imaginer aisément qu'on est au XIIe siècle, au Xe siècle. C'est un temple qui s'inspire du style roman, un style qui a existé entre le Xe et le XIIe siècle. Ouais. Donc c'est un temple qui a des airs plus âgés qu'il ne l'est. Alors, comment est-ce qu'il arrive ici à Metz? Il me semble que c'est pendant la période de l'annexion allemande, après la guerre de 1870. La Moselle est annexée en 1871 et Metz devient donc allemande. Et là, il y a donc énormément de constructions qui voient le jour, notamment ce temple neuf. Oui, tout à fait, mais pas tout de suite. Et il est vrai que Metz est annexée en 1871, mais les travaux en ville ne vont pas commencer aussitôt. La ville stagne, c'est une ville qui se vide de ses habitants. On ne peut pas parler des proportions énormes, mais il y a beaucoup de médecins qui vont partir d'ici et en laissant des logements vides derrière eux. Donc aucun besoin dans un premier temps de construire. Il faudra attendre l'arrivée au pouvoir de Guillaume II en 1888. À l'époque, Metz est déjà la capitale d'une province industrielle riche. On commence à construire, on commence déjà à penser à construire une nouvelle gare qui verra le jour un peu plus tard. Et qu'on connaît bien aujourd'hui, qui a été nommée la plus belle gare de France 3 fois. 3 fois, 3 étoiles. C'est mérité, bien sûr. Tout à fait. Donc la gare de Metz qui est construite entre 1905 et 1908, mais déjà le projet d'urbanisme voit le jour dès le début du XXe, dans les années 1900. Et donc on pense déjà à un quartier à vivre et à des lieux de culte. Donc ce temple aurait pu être construit dans le quartier impérial, dans la nouvelle ville. Mais il a vu le jour ici, à côté de l'opéra-théâtre. Et alors il faut bien expliquer qu'en ce début du XXe siècle, il y a énormément d'Allemands qui viennent s'installer donc, dans cette nouvelle province allemande depuis presque 30 ans déjà, plus de 30 ans, et ils sont protestants majoritairement.
Il y a beaucoup de protestants parmi l'immigration allemande, effectivement. La communauté protestante civile s'agrandit. On avait déjà le temple de garnison, qui était un temple militaire, mais le temple pour la garnison, mais qui était aussi bien ouvert à la communauté civile. Mais la communauté civile voulait un temple pour la famille. Voilà. D'accord. Et alors, ce temple, il est dans des proportions monumentales, on le disait tout à l'heure. Je crois qu'il fait 26 mètres de largeur, plus de 50 mètres de long et 55 mètres de haut. Oui. On est vraiment sur des dimensions à l'image de Guillaume II qui voulait donner à Metz une stature. C'est de la monumentalité et c'est surtout un morceau de patrimoine d'outre-Rhin importé. C'est-à-dire Guillaume II, il faut dire que l'architecte Konrad Van voit dans ses premiers projets un temple en style néo-gothique. D'accord, et pourtant il n'en est rien. Parce que Guillaume II veut montrer sa présence à Metz. Et sa présence à Metz, c'est le Saint-Empire romain germanique. Il est descendant de Charlemagne, il est descendant de ce premier Reich. Et donc, c'est les grandes cathédrales d'Allemagne qui vont inspirer le projet. Et c'est finalement sur un projet néo-roman que Konrad Van a présenté, Guillaume II a signé Sehr gut. Guillaume II, d'ailleurs, qui viendra participer à l'inauguration en 1904. Il assistera en mai 1904 à l'inauguration de ce temple. Inauguration impériale, en grande pompe. Tout à fait. Et alors là, en nous approchant, Svetlana, on remarque tout de suite donc, ces détails de cette devanture incroyable avec, on le voit, cet agneau mystique. Exactement. L'agneau mystique, c'est bien le signe que ce n'est pas une église, mais un temple protestant. Pourquoi? Parce que dans une église, c'est le Christ qui vous accueille lors du jugement dernier, souvent. L'agneau mystique est une allégorie du Christ, mais il est bien le signe que le Christ a racheté le salut de toute l'humanité sans attendre le jugement dernier. Et les détails n'en finissent pas de se dévoiler au fur et à mesure qu'on s'attarde sur la façade de ce temple neuf. Ici et là, les 4 éléments, le dragon, représentant le feu, l'aigle, l'air, et de l'autre côté le lion, symbolisant la terre, et le poisson, qui représente l'eau. Et n'oublions pas bien sûr les gargouilles, bien rares sur un édifice protestant, tout comme ces nombreuses sculptures qui bordent l'entrée du temple. D'ailleurs, moi qui adore les symboles et les allégories, je ne suis pas au bout de mes surprises, comme va me le montrer Svetlana lorsque l'on s'approche encore un peu. Regardez, ici nous avons le bœuf, qui est le symbole de Saint-Luc, à l'angle. Au bout, au pied de l'arcade, l'aigle, Saint-Jean. L'ange, Saint-Matthieu. Et enfin ici, le lion, Saint-Marc. D'accord. Donc on a vraiment partout des détails qui rendent hommage à ce culte, si on peut dire. Et c'est d'ailleurs quelque chose d'assez qui peut étonner, parce qu'on sait que quand on va dans un lieu de culte protestant, il n'a de valeur que si la communauté protestante est là. Sinon, c'est un lieu vide de pierre. C'est un bâtiment quelconque. On n'est pas dans le lieu sacré qu'on peut trouver dans le catholicisme. Tout à fait. Le temple protestant est la maison du Seigneur lorsque le Seigneur est avec la communauté à l'intérieur. D'accord. Il est temps maintenant de traverser le centre-ville historique de Metz, direction un lieu qui était autrefois recouvert de l'élément phare de la cité. Avec Svetlana, nous avons parlé de la dimension militaire de Metz. En tant que ville de garnison, Metz devait être à la hauteur de son rang et se doter d'une citadelle défensive digne de l'époque. Vous allez voir qu'aujourd'hui, la ville a bien changé, comme va me l'expliquer ma guide. Et notre voyage sur les traces de la citadelle débute sur la place de la République, lieu ô combien présent dans la vie quotidienne des Messins. Totalement refaite en 2010, la place est aujourd'hui un lieu de rassemblement,
que ce soit pour prôner la paix, pour revendiquer ou encore pour fêter les fêtes de fin d'année. Alors, la place de la République, elle a une histoire somme toute assez récente et pourtant elle est entourée de lieux qui existent ici parfois depuis presque 2000 ans. C'est le cas de Metz. On trouve souvent des endroits comme la place de la République où l'ancien se mêle au moderne, au plus actuel. Et alors, cette place de la République, elle voit le jour en 1802 et on est donc en plein Premier Empire de Napoléon Ier. Oui, c'est une place nouvelle, une place centrale. Elle est aménagée quelque temps après la démolition de la citadelle, de l'ancienne citadelle militaire du XVIe siècle. Qui se trouvait juste Qui là-bas. se trouvait tout ici. Ici la aussi, citadelle, d'accord. la place de la République et le territoire de la citadelle, de l'ancienne citadelle, tout comme l'esplanade ou l'arsenal ou le palais du gouverneur militaire. Et alors, cette citadelle, de quand est-ce qu'elle date? Puisqu'elle était vraiment importante à Metz. Oui, c'était d'abord par sa superficie et par le rôle qu'elle était censée jouer. La citadelle est construite après l'arrivée d'Henri II, donc 1552. Henri II, le fils de François Ier, à l'époque déjà roi de France, donc Henri II s'empare de Metz qui appartient au Saint-Empire romain germanique, donc à Charles Quint. Il a d'ailleurs pas besoin de se battre, les Messins lui ouvrent... On lui ouvre les portes, mais on ne s'attend pas qu'il reste. Le roi, officiellement, vient en visite. Mais derrière le roi, une armée de 5 hommes, commandée par le duc François de Guise, ils y restent et ils attendent l'arrivée de l'armée de Charles Quint, qui ne tarde pas d'ailleurs, qui arrive devant le rempart de la ville en novembre 1552 et qui essaye de reprendre la ville. Il n'en est rien parce que le duc de Guise prépare la défense de la ville et donc le roi de France reste. Une fois sur place, donc pour toujours faire opposition à l'éventuelle attaque de la part de Charles Quint, de l'empereur Charles Quint, et aussi face à l'hostilité de l'habitant, parce que Metz, comme ville libre, ne souhaite pas une présence permanente d'un pouvoir sur place. Donc on construit cette citadelle avec le but de se défendre de l'extérieur, mais aussi de se défendre de l'intérieur. D'accord. Plus encore, les églises proches de la citadelle se sont vues les tours rasées pour ne pas avoir de vue de l'extérieur dans la citadelle. D'accord. Et c'était vraiment donc une place stratégique qui est mise en place, d'autant plus avec cette citadelle, par les Français. Aujourd'hui, cette citadelle n'existe plus. Quand est-ce qu'elle a été détruite? Après la Révolution française. Sans rapport avec la Révolution d'ailleurs, c'est juste une structure qui était devenue obsolète, qui était au centre-ville, qui empêchait d'avoir de l'espace et d'ailleurs de la verdure. C'est surtout le jardin de l'Esplanade qui est aménagé tout d'abord à la place de la citadelle. D'accord. Alors moi je propose qu'on se promène un petit peu sur les différents bâtiments qui entourent donc ces deux places, la République, place de la République et l'Esplanade. Et je propose qu'on aille tout d'abord à ce bâtiment qui est l'Arsenal. Allons-y. Allons-y. Alors Svetlana, ça y est, on arrive devant ce bâtiment, l'Arsenal, qui date donc du Second Empire. Tout à fait. Donc sous Napoléon III, 1863-64, on construit l'Arsenal. Alors on parle là d'un bâtiment purement utilitaire, sans aucune prétention de style. C'est un bâtiment militaire. Qui servait donc à stocker les munitions. D'accord. Et à fabriquer. Et aujourd'hui, donc, parce que pendant un temps il a été laissé à l'abandon, il sera ensuite réinvesti pour en faire un des hauts lieux de la culture messine. Oui.
parlons de la cité musicale justement, parce que Metz est ville UNESCO, ville Oui. créative UNESCO, et la cité musicale est au cœur de cette consécration. Et donc la salle de l'Arsenal est une salle magistrale, une salle connue, une salle magnifique déjà esthétiquement, et techniquement c'est une sonorité, c'est une acoustique parfaite. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'enregistrements de l'Orchestre national de Metz enregistrent de nombreux disques ici, hein, du répertoire classique. Exactement. Déjà à l'inauguration de la salle le 26 février 1989, Mstislav Rostropovitch, qui a joué dans cette salle, l'a appelé à l'époque la meilleure acoustique de France. Les Un nom qui est resté d'ailleurs. Hein. Oui, on tout le dit à fait, souvent, hein. tout à fait. Meilleure acoustique de France, on le dit souvent. Et dans cette salle ont eu lieu non seulement des enregistrements de l'Orchestre national de Lorraine ou d'autres orchestres philharmoniques, mais aussi les victoires de la musique classique. Bien sûr. Preuve donc que cette acoustique est incroyable. Qui plus est, en plus, ce bâtiment est magnifique. Et on remarque, alors petit détail historique, hein, on remarque ce passé historique de ce bâtiment. Ce sont ces canons, Canons sculptés en pierre de Jaumont. Tout à fait, 4 canons, 2 de chaque côté de l'entrée, qui illustrent, qui font référence aux 4 victoires de Napoléon III. Et donc ce haut lieu historique devenu un haut lieu de la culture actuelle et qui fait donc partie aujourd'hui de la vie quotidienne des Messins. De la vie quotidienne de Messins. Et n'oublions pas aussi l'architecte de la salle de l'Arsenal, l'architecte qui a renouvelé l'Arsenal et qui a aménagé la salle de concert, Ricardo Bofill, qui est un architecte illustre. Alors donc là on parle de Napoléon III avec la construction de l'Arsenal. Napoléon III qui a marqué également ce qui entoure cet arsenal en 1861 lorsque commence à Metz, pendant 4 mois d'ailleurs Metz sera la capitale du monde, lorsque commence l'exposition universelle. Tout à fait. Donc l'exposition universelle qui a lieu essentiellement place de la République et Esplanade, avec les artistes de l'école de Metz qui participent, ils sont très présents à cette exposition, des structures qui sont montrées au monde entier et des artistes que je peux citer ayant participé à cette exposition universelle, Charles Lepêtre, qui a réalisé d'ailleurs la statue du maréchal Ney. Entre autres, bien sûr, artiste extrêmement connu ici. Alors si on se promène, là on est au 19e siècle, moi je propose qu'on entre d'une part dans l'Antiquité, mais aussi dans l'époque médiévale. Oui, parce que le quartier, à la construction de la citadelle au XVIe siècle, beaucoup a été rasé dans ce quartier pour libérer de la place pour la citadelle, mais certains bâtiments qui, par leur taille et par leur solidité, ont été préservés pour les utiliser. Donc il se trouve que ces bâtiments actuellement font de ce quartier un lieu chronologiquement complet, parfait pour découvrir l'histoire de Metz. Et si on allait découvrir ce lieu parfait pour découvrir l'histoire de Metz, c'est parti. Si chaque époque a laissé son empreinte sur la ville, l'époque médiévale en fait donc bel et bien partie. Il y a bien sûr les remparts qui entouraient Metz. Au XIIIe siècle, une nouvelle enceinte est construite tout autour de la ville. Aujourd'hui, il ne reste qu'1 kilomètre de ces murailles défensives, au bord de la Seille, mais à l'époque, l'enceinte protégeait près de 160 hectares de cité. Aujourd'hui, la seule entrée fortifiée qui a résisté au temps se trouve à l'ouest de la ville. Appelée la Porte des Allemands, elle enjambe la Seille. Cette entrée fortifiée était l'une des 7 portes principales de la ville. Il en existait 12 autres, bien plus petites. Remaniées à plusieurs reprises jusqu'au XIXe siècle, ces transformations en font désormais un puzzle d'architecture militaire unique et remarquable. Mais de l'époque médiévale, il reste d'autres vestiges, et parmi eux, cette petite chapelle qui se dévoile au fur et à mesure que nous montons cet escalier au-dessus de l'esplanade. Le nom de cette chapelle attise évidemment ma curiosité, il s'agit de la chapelle des Templiers. Et donc,
Nous voici en haut de ces escaliers avec cet arsenal donc de 1863 sur la gauche et face à nous, presque en plein anachronisme on pourrait dire, cette chapelle des Templiers. Oui, parce que la chapelle des Templiers est bien plus ancienne. Elle fait partie de ces structures qui ont été préservées lors de l'aménagement de la citadelle et elle date de la fin du XIIe siècle, fin du XIIe, début du XIIIe siècle. Alors pourquoi chapelle des Templiers? C'est un terme forcément qui interpelle tout de suite les gens, hein. Il y a une telle légende autour des Templiers. La chapelle faisait partie de la commanderie des Templiers qui se trouvait à Metz. Les Templiers sont arrivés à Metz assez tôt, vers 1133. D'accord. Et les derniers Templiers ont quitté la ville en 1319. D'accord. Donc bien après l'arrestation des Templiers qui a eu lieu le vendredi 13 octobre 1307 en France. Mais ici, nous ne sommes pas en France à cette époque, hein. Non, on est dans le Saint-Empire, Voilà, effectivement. quelque chose donc qui va changer. Enfin, c'est pour ça que ici, le sort des Templiers s'en retrouve quelque peu plus adouci par rapport à ce qui se passe dans le royaume de France sous Philippe le Bel. Bon, alors d'accord pour cette partie médiévale, pour cette partie 19e. Et si on allait faire un tour dans l'Antiquité maintenant? Allons-y, Oui. suivez le guide. Une dizaine de mètres suffisent pour se retrouver face à l'un des bâtiments les plus vieux de France. Son histoire est pleine de rebondissements. Dès le premier coup d'œil, je reconnais des arases, lignes de briques rouges, qui servaient à solidifier le bâtiment en évitant le tassement des murs. Une particularité architecturale qui la rattache directement à l'époque romaine. J'espère que Svetlana est motivée, j'ai encore plein de questions à poser. Et nous voici donc au pied de l'église Saint-Pierre-aux-Nonains, Svetlana, l'élément le plus vieux de Metz. Oui, c'est la structure architecturale la plus ancienne de Metz en état. D'accord. Donc on est à quelle époque quand elle naît? On voit déjà tout de suite qu'il y a plusieurs époques de construction, hein, quand on regarde les pierres, mais les fondements même de l'église, ça date de quand? Alors, de l'église comme bâtiment en soi, il est construit à l'époque romaine. D'accord, donc c'était pas encore une église à Ce l'époque. n'était pas encore une église. À l'époque romaine, elle faisait partie d'un ensemble thermal, d'un complexe thermal. Et l'hypothèse qu'elle soit la palestre des thermes est plausible, ça, sans être prouvée. Et alors, la palestre, pour bien expliquer les choses, hein, c'est cet endroit où on venait donc faire du sport avant d'aller profiter du complexe thermal. Exactement, on transpirait, on faisait du sport et ensuite on allait dans les bains. Et alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui, au fur et à mesure de son évolution, que le bâtiment va trouver la silhouette qu'il a actuellement? Les besoins de la liturgie. Disons qu'en tant que palestre, c'est un bâtiment à plan rectangulaire avec une entrée latérale. Déjà, pour être église, une église a un chœur qui est orienté vers l'est, donc, et une façade qui est vers l'occident. Donc on va déjà réorienter le bâtiment pour avoir un chœur du côté est, ici même, il n'existe plus, et une façade du côté occidental. D'ailleurs, la porte latérale d'origine sert toujours pour entrer aujourd'hui dans le bâtiment. D'accord. Et alors à l'époque carolingienne, enfin mérovingienne et carolingienne, là encore le bâtiment va se transformer, notamment les extérieurs. Oui, les extérieurs, mais aussi l'intérieur. À l'intérieur, on aménage un chancel qui existe toujours. Le chancel, c'est l'ancêtre du jubé. C'est un petit mur formé de pierres de taille. Qu'on peut voir aujourd'hui au musée de la Cour d'Or de Metz Métropole, tout à fait. Et il y a quelques moulages en place dans l'église. Alors c'est un chancel de l'époque carolingienne qui est d'une richesse exceptionnelle du point de vue de style décoratif. À l'époque, au Xe siècle, donc, elle est transformée dans sa structure, puisqu'on va la transformer en bâtiment à 3 nefs, avec une série de piliers qui vont être installés à l'intérieur. Au XVe siècle, on y ajoute des voûtes gothiques, donc on l'adapte au style gothique. Et donc aujourd'hui, on peut lire le passé de ce bâtiment grâce à tous ces éléments, même d'ici de l'extérieur. Vous voyez les murs romains, cet appareillage mixte de murs romains avec la pierre et la brique en alternance. Oui. On voit un élément gothique premier, cette fenêtre qui date du XIIe siècle avec les trilobes et l'arc à un tiers-point. On voit le style roman sur la façade qui date du Xe siècle, etc. Donc on peut réellement lire le passé de ce bâtiment grâce à la pierre. Et un bâtiment qui a aussi eu au cours de son histoire un passé militaire.
dès le XVIe siècle. Hein. Exactement, si elle est encore en place, c'est bien parce que l'armée avait besoin de ce bâtiment pour en faire un stock de poudre Et de munitions. Et donc, grâce à ce fait, il nous est parvenu jusqu'au nous. Et aujourd'hui, là encore, c'est devenu un haut lieu de la vie culturelle messine. Tout à fait, vu que l'ancienne église a servi aux munitions, elle est désacralisée. Et donc aujourd'hui, c'est un haut lieu de culture qui fait partie de l'ensemble de la cité musicale, où ont lieu aussi bien des spectacles, des conférences, des réceptions, des concerts. Parlons aussi du chant grégorien. Bien sûr, qui est né à Metz d'ailleurs, qu'on appelait à l'origine le chant messin. Voilà. Et alors, elle était à la base un peu plus grande. Hein. Il reste, là, on voit que le mur là a été cassé. Derrière nous, une partie aussi de ce qui fut, pas à l'origine, mais bien après, l'abbaye. Alors justement, l'histoire de cette abbaye. Oui, c'est une abbaye des bénédictines qui s'installe dans ce quartier, manifestement vers le début du XVIIe siècle, et donc qui utilise le bâtiment abandonné depuis longtemps comme église. Et derrière moi est visible une petite porte de ce qui était manifestement une petite chapelle de l'abbaye. Très bien. On continue encore un petit peu, il reste encore de l'histoire à découvrir sur ces lieux, bien sûr. Petit à petit, notre balade s'achève et à quelques pas de l'église Saint-Pierre-aux-Nonains, nous arrivons maintenant sur l'Esplanade, un jardin construit au lendemain de la destruction de la citadelle. Donc là, on quitte l'Antiquité avec la période mérovingienne, la période carolingienne, et on arrive dans une période 19e, ici donc sur ce magnifique parc de l'Esplanade. Exactement, fin 18e, début 19e siècle, l'aménagement de l'Esplanade à l'emplacement de l'ancienne citadelle, puisqu'ici on était bien encore sur le territoire de l'ancienne citadelle. Et ce que l'on voit d'ici essentiellement, c'est l'enjeu stratégique de défense, puisque de la citadelle est visible l'extérieur, donc les côtes de la Moselle. Et avec ce poilu qui est le gardien de la ville, qui regarde bien vers l'extérieur. Alors le poilu, là, c'est la Première Guerre mondiale, mais avant cela, il y a un homme qui s'est promené ici, dans ces jardins, un homme ô combien connu. Il s'agit de Paul Verlaine, natif de Metz. Oui, un enfant s'est promené dans ces jardins. Paul Verlaine, natif de Metz, donc il parle de Metz dans ses confessions et il parle de ses promenades sur l'Esplanade. J'espère que cette petite balade au cœur de la cité messine aura su vous convaincre de l'importance historique de cette ville, mais aussi qu'elle vous aura donné envie de venir découvrir ou redécouvrir Metz, un berceau bimillénaire qui reflète les plus grandes étapes de la chronologie occidentale, qu'elles soient militaires, architecturales ou encore culturelles. Merci beaucoup Svetlana de nous avoir accompagnés tout au long de cette balade historique ici à Metz. Vraiment une ville extraordinaire et pleine de surprises. Eh bien Timothée, avec grand plaisir. Le plaisir a été partagé. A bientôt pour de nouvelles découvertes, historiques ou autres, sur Moselle TV. Bon été à tous et prenez soin de vous. Ciao.